Bonjour à vous tous, bienvenue sur le plateau de Champagne-Ardenne Matin. J'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi, oui, dans quelques heures. C'est le week-end. Un week-end, on en parlera côté météo, plutôt agréable, un petit peu froid. Vous le verrez. Nous sommes ensemble, vous le savez aussi, pendant 52 minutes. Nous sommes en direct tous les jours, tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, pour vous informer sur des thèmes vraiment différents chaque jour. Aujourd'hui, au sommaire de cette émission, les jeux vidéo, l'addiction aux jeux vidéo. Alors la France compterait 31 millions de joueurs, une hausse de 10% en un an. Plus d'un foyer sur deux est équipé d'une console de jeu. Alors peut-on jouer raisonnablement aux jeux vidéo sans devenir complètement accro? Car en plus des consoles, certains jouent sur leur téléphone portable un petit peu partout. Pour nous aider à comprendre ces accros des jeux vidéo et à les aider aussi, je reçois Stéphane Dehoul aujourd'hui, psychologue. Dans le sommaire de cette émission, nous allons vous parler aujourd'hui des jeux vidéo et de l'addiction aux jeux vidéo. C'est dans Matin Malin. Alors les jeux vidéo, l'addiction aux jeux vidéo, doit-on justement se limiter lorsque l'on joue? Nous allons en parler avec Stéphane Dehoul, psychologue à Reims. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, quand un ado se renferme complètement, s'enferme pendant plusieurs heures dans sa chambre pour jouer face à son ordinateur ou à sa console de jeu, ne parle pratiquement plus avec sa famille, ses frères et sœurs, ses copains, là les parents doivent vraiment intervenir? Oui, ils doivent intervenir, d'autant que l'adolescent ne va pas forcément se rendre compte qu'il a une difficulté. À ce moment-là, il peut être dans le déni. Et donc, les parents doivent intervenir. Alors, pas forcément en coupant la prise de courant ou en coupant l'accès à Internet, mais plutôt dans la discussion, dans la compréhension. Et éventuellement, aller voir un professionnel qui permettra aussi de donner des conseils pratiques à l'adolescent, mais aussi aux parents pour pouvoir essayer d'avancer au mieux. Oui, ça peut devenir une rupture sociale pour certains. Complètement, une rupture sociale, scolaire, familiale. C'est vraiment, oui, ça peut provoquer beaucoup de ruptures. Et puis provoquer aussi parce qu'il y a des jeux, ce sont des jeux de guerre qui sont assez violents, donc pour des jeunes, pour des ados, ça peut perturber le cerveau. Alors, la question de la violence dans les jeux vidéo, il y a deux écoles de théorie, on va dire. Une première qui dit que puisqu'on joue à un jeu violent, forcément, ça va provoquer des émotions vives et on peut parfois passer à l'acte ensuite. Mais il y a plutôt une autre école qui dit que voilà, les jeux violents peuvent être utilisés comme un catharsis, une sorte de réservoir de pulsions où le joueur va pouvoir exprimer des pulsions qu'il a en lui parfois. Se défouler. Exactement, alors. Se défouler. Ouais. Après, il y a souvent cet amalgame qui est fait sur les jeux vidéo où on parle de violence. Moi, je pense pas qu'un joueur va passer à l'acte parce qu'il va se mettre à jouer à un jeu, même un jeu de guerre, forcément. L'âge minimum? Il ne faut pas offrir de console ou de jeux vidéo. Il y a une norme qui existe, qui est la norme PEGI. Ouais. Sur les boîtes de jeux, vous avez toujours l'âge minimum conseillé, parce que c'est un conseil, pas une interdiction. Ouais. Mais aussi des petits logos qui vont vous dire un petit peu le contenu du jeu. Le problème, c'est que cette norme, elle a une contrepartie. Par exemple, un jeu comme GTA qui a tous les logos possibles, bien pour les jeunes, c'est un argument parce qu'ils se disent voilà, c'est un contenu intéressant et donc du coup, c'est aussi le double message en fait. Donc les parents doivent faire attention. Exactement. Les personnes qui offrent pour Noël, là, qui font les cadeaux, il faut faire vraiment très attention. Alors peut-on jouer justement raisonnablement aux jeux vidéo sans devenir carrément accro? Rencontre avec plusieurs joueurs, alors qui nous parle du jeu qui monte actuellement, Ingress, un jeu qui se joue sur son téléphone portable, qui, vous allez le voir, oblige les joueurs à se déplacer physiquement sur le terrain. Reportage Mathieu Guiraud, Isabelle Griffon et Hervé Calmont. Joueurs du dimanche ou véritables adeptes, ils sont tombés dans la marmite des jeux vidéo, souvent très jeunes. Arthur, 16 ans, est initié à sa première console par son grand frère dès l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, ce lycéen reconnaît jouer 2 heures par jour en moyenne. Ça prend du temps, mais on va dire que j'ai pas d'autres moyens de me divertir non plus. C'est sûr qu'après il y a le cinéma, la musique, la lecture, mais on va dire que c'est le moyen que j'ai choisi pour me divertir. Ça défoule un peu après une bonne journée de cours, jouer à sa console et puis taper du monstre, ça fait toujours plaisir. De l'aventure, de la concentration et parfois une bonne dose de violence, un cocktail séduisant pour des lycéens en quête d'adrénaline, à condition de ne pas trop se prendre au sérieux. J'ai parfois rencontré des gens, oui, qui parlaient des fois de se déscolariser pour pouvoir jouer professionnellement à des jeux vidéo. Et je me suis dit que moi, je pourrais pas faire ça. Ça peut rapporter de l'argent, mais c'est pas un projet à long terme. C'est quelque chose qui va prendre 1 ou 2 années de ta vie, mais après, qu'est-ce que tu fais derrière? Cédric, lui, a abandonné ses consoles depuis longtemps. Son passe-temps favori, 10 heures par semaine, Ingress.
un jeu sur smartphone téléchargeable gratuitement importé des États-Unis. Le scénario, avec sa propre émission de télévision, est digne des classiques de science-fiction. Des extraterrestres débarquent sur Terre et scindent l'espèce humaine en deux, les résistants en bleu contre les illuminés en vert. Chaque équipe doit conquérir des zones géographiques partout sur la planète. Une mission quelque peu envahissante. C'est pas une drogue. On n'est plus soi-même, on est un résistant, on défend les esprits humains, on a un rôle qui est quand même mieux que ce qu'on fait dans la vraie vie, assis derrière un bureau. Donc du coup, effectivement, on peut en être accro. Après une drogue, vraiment, c'est une drogue psychologique. Particularité du jeu, tout se passe en extérieur, en temps réel. Fini les longues soirées seul devant son ordinateur. Les joueurs peuvent parcourir plusieurs kilomètres dans la journée. Une bonne manière de redécouvrir sa ville et d'élargir son réseau en rencontrant sur le terrain d'autres joueurs comme Thomas. Enchanté. Moi, j'ai croisé presque tous les joueurs verts de Reims. C'est-à-dire que forcément, on repère les mêmes choses. On voit que tel portail est soit à recharger, soit à détruire selon le camp dans lequel on est. Et on va se retrouver à un moment aux mêmes endroits. Ça favorise votre vie sociale ? J'ai une autre vie sociale aussi, mais c'est un pan de ma vie sociale. Bon pour la santé grâce à la marche, bon pour la convivialité. La carte postale serait presque idyllique si certains joueurs, heureusement marginaux, ne confondaient pas fiction et réalité. Aux États-Unis, j'ai vu sur les forums qu'il a fallu faire intervenir les autorités pour certaines personnes qui protégeaient farouchement leur territoire, y compris de manière physique. Les concepteurs ont tout prévu. Dans 2 ans, le jeu disparaîtra de lui-même et laissera la place à un tout nouveau scénario. On le constate dans ce reportage, certains sont complètement dedans, hein, ils y croient vraiment. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Donc ça peut quand même, pour certains... Alors, il y a l'aspect où on va se dire, on rentre dans un jeu de rôle, effectivement on endosse le costume et puis on le quitte une fois que le jeu est terminé. Après, il y a des gens qui vont peut-être avoir aussi une fragilité psychique et qui du coup vont déborder. Bon, alors, on entendait un jeune garçon dire justement je n'ai pas d'autre moyen de me divertir. Il y a quand même plein de choses. Ils sont complètement... C'est vraiment la seule attraction, pratiquement. Oui, mais par exemple, pour ce jeune qui joue 2 heures par jour, après ses cours, pourquoi pas, après tout pourquoi pas 2 heures, ça va c'est pas tant une question de temps, mais toujours une question de est-ce que ça va avoir des conséquences dans ma vie scolaire, sociale, familiale, etc. Si ça n'a pas de conséquences, s'il arrive, pourquoi pas ce passe-temps-là plutôt qu'un autre. Mais sur le cerveau, sur la santé, sur les yeux aussi, hein, parce que je pense que... Il y a des études qui montrent que les jeux vidéo peuvent développer beaucoup de facultés, bien sûr cognitives, dans le repérage dans l'espace, dans la résolution d'énigmes, etc. Donc il ne faut pas diaboliser ce média-là, mais il faut bien l'utiliser par contre. Et puis des rencontres, on l'a vu aussi dans ce reportage. Tout à fait. Alors selon une étude en France, je le disais tout à l'heure, la France compterait donc 31 millions de joueurs, une hausse de 10% en un an. Parmi eux, 61% se considéreraient comme des pratiquants réguliers et pour 39%, c'est une pratique occasionnelle. Les joueurs augmentent parce que l'accessibilité au jeu est différente aujourd'hui de par les tablettes, les smartphones. C'est une nouvelle façon de jouer. Le public aussi change puisque c'est vrai. Oui, j'étais étonnée en lisant vraiment des études. Il y a une étude qui dit que oui, les femmes sont dorénavant majoritaires sur la tranche d'âge principale. Alors une tranche d'âge de 30 à 50 ans, je pensais que c'était plus jeune aussi. Alors tout dépend du jeu auquel on joue parce que par exemple si on prend un FPS comme vous savez ce sont les jeux où on voit la main et l'arme à l'écran, là on aura plutôt un public de jeunes et plutôt des garçons, alors que si on prend un jeu comme Candy Crush par exemple qui en ce moment fait un carton, et bien là on aura un public un peu plus féminin et puis d'un âge peut-être un peu plus élevé. C'est pour ça que les chiffres ont augmenté justement et que les femmes maintenant dépassent... Il y a 130 millions de joueurs actuellement à Candy Crush et ça explose très rapidement. Donc c'est un phénomène. Alors c'est un jeu sur les mobiles qui draine vraiment un public. On le voit donc plus âgé avec ses études et qui n'était pas souvent joueur avant sur une console par exemple. Oui, qui se sont mis carrément. La découverte de ce jeu-là à travers leur smartphone, par exemple dans le métro, au lieu de lire un livre ou de faire son Sudoku par exemple, ils vont télécharger une application, ils vont essayer et puis il va y avoir un phénomène. Alors
pas forcément de dépendance qui va se mettre en place, mais plutôt sous l'effet cacahuète, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on commence, on a du mal à s'arrêter. Vous voyez, un petit peu comme pour les cacahuètes. Oui, l'addiction. Alors oui, mais on peut la stopper à un moment donné. Donc là, désormais, plus d'un foyer sur deux est équipé quand même d'une console de jeu, 50,6% en 2012 contre 36,6% en 2007, et un chiffre qui tend à rattraper vraiment l'équipement des ordinateurs, 70%. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les consoles, de toute façon, sont de véritables ordinateurs finalement. Il y a de nouvelles consoles qui sont sorties, une qui sort aujourd'hui et une qui est sortie la semaine dernière. Elles évoluent, les jeux évoluent, la façon de jouer aussi, puisqu'aujourd'hui on va jouer avec son corps aussi parfois. Alors comme on a vu dans le reportage avec le jeu Ingress, ou alors sur des jeux de danse par exemple. Voilà, ça peut être les façons de jouer évoluent. Évoluent parce qu'avant ils jouaient tout seuls aussi sur leur. Maintenant ils peuvent jouer toujours tout seuls chez eux, dans leur chambre par exemple, mais avec plusieurs joueurs sur l'ordinateur ou sur la. Alors, par exemple, il y a un phénomène également qui... Alors, c'est pas un nouveau jeu, il date de 2009, mais ce jeu est en train d'exploser actuellement, c'est League of Legends. C'est un jeu où, en fait, on est dans une arène et il s'agit d'attaquer le camp adverse et de protéger le sien. Et il y a des championnats, c'est ce que disait ce jeune dans le reportage, il y a des championnats, on peut gagner beaucoup d'argent, c'est un vrai sport. Donc là, ça devient... Et donc, c'est aussi ces phénomènes-là qui favorisent ce type de jeu. En quelques mots, le remède, si on vient vous voir, on dit, voilà, je ne veux plus... Enfin, c'est rare, c'est peut-être les parents qui viennent plutôt pour les enfants. C'est plutôt ça. Ou voilà, l'entourage. Quel est le remède? Alors, surtout de la communication, beaucoup, parce que mise en place de certains outils comme peut-être des plannings. Pour le joueur, c'est aussi d'appréhender les moments avant même de commencer son jeu, c'est de se dire, voilà, je m'arrêterai à telle heure. Par exemple, prévoir cette chose-là. Et puis beaucoup de discussions aussi autour de ça. Merci beaucoup Stéphane Zéhul pour ces conseils. Je rappelle que vous êtes psychologue à Reims. Merci à vous.